Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Nous allons évoquer le climat scolaire. Évidemment, il n'est pas particulièrement bon, que ce soit du côté des enseignants ou du côté des élèves. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi, mais surtout d'apporter des solutions concrètes, des idées avec nos invités. Ce sera dans quelques instants. Si je vous dis Chana Orlov, c'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, eh bien nous allons justement vous présenter cette sculptrice française d'origine ukrainienne et surtout de son exposition qui lui est consacrée à Paris. Et puis dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Buand va nous révéler pourquoi Donald Trump commence à avoir peur de la chanteuse Taylor Swift. Il sera évidemment question de la présidentielle américaine. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, au lendemain des résultats de l'enquête sur le harcèlement à l'école, Nicole Belloubet était l'invitée de France Inter. C'était sa première interview radio. Tout à fait, l'occasion pour la nouvelle locataire de la rue de Grenelle d'évoquer plusieurs sujets comme le retour de l'autorité à l'école souhaité par le président et qui est d'ailleurs indispensable selon Nicole Belloubet. L'école, c'est à la fois le lieu d'apprentissage des savoirs, des matières fondamentales, et pour cela, il faut évidemment que règne une certaine sérénité dans la classe. Et l'école, c'est aussi un lieu de socialisation qui ensuite aura des répercussions sur la vie dans la collectivité. Et là encore, il me semble que si on n'a pas des règles, évidemment, la protection de ceux qui enfreindraient ces règles et de ceux auxquels s'adresseraient ces infractions, tout cela ne peut pas fonctionner. Alors évoqué également par l'un de ses prédécesseurs, Gabriel Attal, le retour de l'uniforme. Une centaine d'établissements vont d'ailleurs l'expérimenter d'ici la rentrée en septembre. Objectif, l'égalité entre les élèves pour la ministre. La tenue partagée, ça n'est pas nouveau d'abord. Moi, je suis élève de l'école publique et il se trouve que dans mon lycée, on portait des blouses. Non pas de gommer les différences, mais de créer dans l'école un lieu d'égalité et un lieu où finalement on ne s'apprécie pas par les différences que l'on porte. Et moi, cette idée que l'école, c'est une forme de lieu d'apaisement et d'égalité, c'est ce que nous recherchons. Et concernant les professeurs, Nicole Belloubet l'assure, elle est à leur écoute. Que demandent les professeurs? Et ils ont été consultés, il y en a 230 000, c'est-à-dire un tiers qui ont répondu. Ils demandent moins d'hétérogénéité dans les classes. Ils demandent des prises en charge particulières pour répondre à des besoins spécifiques. C'est ça que nous allons faire. Et c'est ça que je disais, c'est la fin du cours magistral descendant. C'est on répond à l'attente des élèves. Je suis exactement dans ce qui est ici proposé. Plus d'autonomie. Plus d'autonomie laissée aux enseignants dans la manière dont ils vont prendre en charge les élèves. Et la ministre a également été interrogée sur la question des syndicats. Oui, 4 ministres en moins de 2 ans. À présent, l'heure est au dialogue. 1, je veux réengager un dialogue avec eux. Et puis 2, je pense qu'une certaine stabilité n'est pas inutile. Une stabilité qui n'empêche pas les réformes, évidemment. Mais je pense qu'il faut apaiser et réformer. Alors, il a été question également du métier de professeur qui n'attire plus ou un petit peu moins. Les inscriptions au concours sont par exemple en baisse et la ministre souhaite redonner d'ailleurs un second souffle à cette profession. La fonction d'enseignant n'est plus suffisamment attractive et c'est la raison pour laquelle on va essayer de modifier le recrutement, de modifier l'entrée, le salaire en entrée de fonction. Cela a été fait par mon prédécesseur et puis nous voulons également travailler sur la formation continue, enfin essayer de donner des atouts aux professeurs pour attirer les gens. Et pour terminer sur cette interview, on va revenir sur l'enquête menée en novembre dernier sur le harcèlement scolaire. Et cela concerne 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens, 4% des lycéens, soit un élève par classe. Qu'est-ce qui a donc été mis en place pour lutter contre le harcèlement scolaire? Réponse. Il y a un plan qui a été déployé. Il y a donc ces moyens supplémentaires qui ont été mis en exergue. Un baromètre du harcèlement qui sera désormais chaque année conduit pour mesurer aussi bien dans les écoles, les lycées et les collèges, bien entendu, quelle est la hauteur de ce phénomène. Donc oui, il y a toute une action de prévention, détection et traitement du dossier. Un harcèlement qui passe la plupart du temps par les réseaux sociaux. Là aussi, le gouvernement souhaite stopper son utilisation au sein de l'école.
Il y a un projet de loi qui porte sur ces questions-là et qui envisage même une exclusion des réseaux sociaux s'il y a des phénomènes de haine en ligne. Donc je crois que nous pouvons effectivement essayer de mieux réguler ces sujets-là, y compris à l'école où beaucoup d'élèves ont un téléphone portable. Et de retour dans l'actualité également aujourd'hui, Stanislas, évidemment le lycée Stanislas qui est dans le viseur de la mairie de Paris. Oui, elle a demandé au gouvernement le déconventionnement de cette école privée à moins que ce dernier ne se mette en conformité avec les recommandations du rapport officiel qui faisait état de dérives. Dans ce texte symbolique initié par les communistes et amendé par l'exécutif, la mairie demande aussi à ce que Stanislas respecte la liberté de conscience des élèves. Sachez que Nicole Belloubet assure, elle va suivre ce dossier. Lorsque, dans les établissements sous contrat, évidemment, il faut d'abord respecter les programmes de l'éducation nationale et la loi de la République, sans méconnaître le caractère propre de ces établissements. S'il y a des déviances, il faut absolument y porter remède. C'est ce que relèvent les rapports d'inspection. Nous suivrons avec beaucoup d'attention le plan d'action qui est proposé. La ville de Paris qui a par ailleurs suspendu le financement de cette école, plus d'1 million d'euros entre 2022 et 2023. Et quand on parle de l'établissement Stanislas, eh bien on parle aussi du lycée Averroès. Les deux sont souvent cités en miroir. Et pour l'instant, d'ailleurs, les subventions restent suspendues aussi pour donc, le lycée Averroès. Effectivement, saisi en référé par l'association, le personnel du lycée, les parents d'élèves, le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir le contrat d'association liant le lycée à l'État jusqu'à ce que la décision de résiliation de ce contrat soit examinée par les juges et sur le fond. En clair, il faudra donc attendre un peu pour savoir si finalement le lycée peut retrouver son financement de l'État. L'avocat du lycée musulman privé avait dénoncé lors de l'audience fin janvier le détournement de pouvoir manifeste de l'ancien préfet du Nord. Ce dernier avait décidé de rompre dès la rentrée de septembre 2024 le contrat et donc les subventions publiques liant l'État à ce lycée en raison notamment d'enseignements jugés contraires aux valeurs de la République. Alors on va parler de cette enquête plutôt inquiétante menée par l'association d'aide alimentaire Linky. La précarité étudiante ne cesse de s'accentuer. Sur près de 5000 étudiants bénéficiaires de repas qui ont donc été sondés. Le bilan, 3/4 de ces étudiants disposent de moins de 100 € de reste à vivre par mois, ce qui équivaut à 3 € par jour pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner, pour s'habiller. Un étudiant sur deux touché par cette précarité a loué d'ailleurs un studio seul ou encore en colocation. Des économies qui passent donc dans les loyers. Autre constat alarmant, un jeune sur 10 déclare avoir dû dormir soit dehors, soit dans sa voiture au cours des 12 derniers mois. Et les ressources, là aussi, sont extrêmement faibles pour ces étudiants. Moins de la moitié des jeunes perçoivent moins de 400 € par mois, à tel point qu'un étudiant sur 5 envisage d'arrêter son cursus scolaire. On termine dans le Rhône où deux petites filles, l'une âgée de 7 ans, l'autre de 18 mois, sont dans un état grave après avoir été contaminées par une bactérie. Elles ont consommé du morbier au lait cru. Une investigation a d'ailleurs été lancée par Santé publique France, par l'Institut Pasteur de l'hôpital également Robert Debré à Paris, la Direction générale de l'alimentation. À ce jour, 11 enfants ont été identifiés comme souffrant de ce syndrome. Alors chez les enfants, cette bactérie, elle est d'ailleurs dangereuse, comme le rappelle le docteur Jimmy Mohamed, c'était sur RTL. C'est pour cette raison que l'Agence de sécurité sanitaire rappelle que les jeunes enfants, et plus particulièrement ceux de moins de 5 ans, ne doivent pas consommer de lait cru et de fromage à base de lait cru. Après 5 ans, ce risque n'est pas nul, mais il devient de moins en moins important et cette recommandation est valable pour les femmes enceintes, mais aussi les personnes immunodéprimées. Il est possible de donner des fromages au lait cru à pâte pressée comme le gruyère, le comté, l'emmental ou le beaufort, ça c'est possible. Merci beaucoup Guillaume pour cette actu en bref et on se retrouve donc tout à l'heure pour parler de la présidentielle américaine et de la chanteuse Taylor Swift qui mobilise l'électorat aux États-Unis. On en vient à notre question du jour. Comment rendre concret, palpable, quotidien le bien-être des enseignants comme des enfants à l'école? Le gouvernement s'est saisi de cette question avec des hausses de salaire et des primes pour les profs, avec également la lutte contre le harcèlement scolaire et les cours d'empathie pour les élèves. Mais est-ce que ça suffit? Évidemment non. Alors on va en parler avec nos invités. Le climat scolaire, on en parle avec nos invités et Céline Athias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de Holywork, c'est un cabinet de coaching professionnel qui a pour vocation d'allier travail avec sens et plaisir au service de la performance. Vous avez vu, j'ai bien repris l'intitulé de votre LinkedIn, mais on va voir quand même si c'est possible dans l'univers de l'éducation de faire tout ça. Et par Skype avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Claude Lelièvre, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes historien de l'éducation, auteur et professeur honoraire à la Faculté des sciences humaines et sociales à la Sorbonne. Et j'aimerais d'ailleurs commencer avec vous, Claude Lelièvre, parce que à la lumière de vos travaux, est-ce que vous diriez que le climat scolaire est particulièrement dégradé aujourd'hui en 2024, ou est-ce que finalement il y a toujours eu des raisons de se plaindre et des crises successives qui ont marqué l'univers de l'éducation? Je dirais qu'il y a plutôt eu des hauts et des bas, plus de bas que de hauts, contrairement à ce qu'on pense. Mais la situation actuelle est un peu inédite par rapport à certains critères. Mais en revanche, il ne faudrait pas s'imaginer que tout a baigné dans l'huile et tout était parfait. Loin s'en faut, les fameux hussards noirs de la République, on les appelait hussards noirs parce qu'on ne les payait pas beaucoup. Comment vous expliquez finalement que malgré tout ce que l'on sait sur l'histoire de l'éducation et le fait évidemment que ça n'allait pas, on n'arrive pas aujourd'hui en 2024 à avoir un climat scolaire du côté des profs comme des élèves qui soit serein? Oui, mais on pourrait distinguer peut-être le premier degré et le second degré. Le premier degré, ça fait longtemps qu'il existe et au fond on peut vraiment comparer. Le second degré, n'oublions pas qu'il y a une forte massification, bien sûr elle n'est pas totalement récente, mais du second degré. Ça veut dire que des adolescents sont enfermés dans des murs, sont sous contrôle pendant très longtemps, et c'est pas si simple que ça que des jeunes soient, disons, dans une situation de forte contrainte, mais même si on considère qu'ils ne sont pas suffisamment contraints du point de vue des adultes. Bon, donc on n'a toujours rien compris aux adolescents et à la façon dont leur apprendre plein de choses. On va y revenir. Céline Attias, comment vous expliquez, vous, cette insatisfaction globale des enseignants dans leur quotidien ? Je dirais qu'en fait, l'insatisfaction, elle vient de la perte de leur why. Les enseignants, c'est pour moi un des corps professionnels qui a choisi leur métier. C'est la vocation. Voilà, une vocation très forte. Et il y a plusieurs éléments, je pense, qui expliquent le fait qu'aujourd'hui, ils sont de moins en moins satisfaits. On pourra certainement détailler tout ça. Mais pour moi, il y a une perte de why dans cette histoire-là, de raison d'être, d'engagement et de motivation. Et comment susciter l'envie d'apprendre si on a moins envie d'enseigner. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le bien-être des enseignants découle du bien-être effectivement aussi des élèves. Mais finalement, bon, on parle de rémunération, ça c'est toujours le point numéro 1. On veut être mieux payé, ok. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit peu de dialogue à mettre en place un petit peu plus? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que pour engager les collaborateurs, alors là, moi, je suis experte des organisations, des entreprises et comment ça marche en entreprise. Donc, bien sûr, l'éducation nationale, c'est un système qui est à part. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se recoupent entre les deux. Et pour moi, en fait, il y a 3 familles de leviers pour davantage engager et motiver les collaborateurs. Donc ici, les enseignants. Il y a d'abord le levier transactionnel. Mais ce n'est pas la seule chose. On a aussi le levier relationnel. Donc, c'est comment ça se passe au sein de l'organisation, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on est reconnu. Quelle place on donne en fait à la voix des enseignants. Exactement. En fait. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les perspectives d'évolution? Comment est-ce qu'on progresse, etc. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Comment est-ce qu'on embarque les équipes? Et il y a le levier conversationnel. Et je pense que ça, c'est un truc vraiment intéressant aujourd'hui à regarder. Parce que quand on voit qu'on a changé 5 fois de ministre, 4 ou 5 fois de ministre depuis le début du quinquennat, ça donne des changements de politique à chaque fois en quelques années. Et du coup, un projet école, pour ne pas dire un projet d'entreprise, qui change et qui donc déstabilise en fait le positionnement des enseignants et comment ils doivent s'adapter à chaque fois à ce changement d'organisation et de politique. Justement, Claude Lelièvre, on en parlait là, donc c'est 4 ministres en 2 ans, on change 3 fois de ministre en moins d'1 an dans ce temps-là. C'est pas la meilleure idée, hein. On est d'accord pour mettre en place un climat serein, mais quand on regarde un petit peu l'histoire de l'éducation, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de ministres qui ont convaincu à ce poste-là, d'où la valse. Comment vous l'expliquez ça? D'abord, je ferai remarquer que depuis Jules Ferry, un ministre de l'éducation ou de l'instruction publique tient environ 1 an et demi. Donc, ce n'est pas nouveau.
Récemment, on a eu un ministre qui a battu les records de longévité, 5 ans, ça n'a pas été mieux pour autant, et les tensions étaient aussi vives. Moi, je ne crois pas du tout que cela tienne à la valse des ministres ou pas. En revanche, la question qui se pose, c'est est-ce que le métier des enseignants a du sens pour eux? Or, quand on regarde le baromètre, le nouveau baromètre, ça fait la 2e année qu'il existe, qui a été fait par les services statistiques, une très longue enquête, on s'aperçoit que les enseignants donnent en moyenne la note de 7,3 sur 10 au sens de leur travail, ce qui est à peu près le même que ceux dans le privé à qualification égale. Donc ils donnent du sens en dépit des ministères, en dépit de la multiplication. En revanche, ils ne se sentent pas du tout reconnus par la société. Ils donnent une note de 2,5 qui est largement inférieure à leur qualification. Donc je pense que la question n'est pas la valse des ministères, que d'ailleurs la plupart du temps, ils ne savent même pas le nom. Voilà. Mais quand même, Claude Lelièvre, la valse des ministres, c'est aussi des personnalités différentes. Quand on a Pape Ndiaye, qui était plutôt affable, et Gabriel Attal qui arrive derrière et qui est extrêmement combatif, qui met en place des choses, qui a fait quasiment autant de choses en 5 mois que plusieurs ministres en plusieurs années, on peut se dire que ça a un impact sur les enseignants, sur au moins le message que le ministre envoie de par sa personnalité et sa volonté d'agir. C'est vous qui le dites qu'il a fait beaucoup, parce qu'il a surtout parlé. C'est certes un ministère de la parole, en partie l'éducation nationale, mais le problème c'est justement de la durée, de l'installation d'un certain nombre de dispositifs, et là c'est beaucoup plus long, ça demande des années. Donc c'est vrai qu'il y a à la limite un conflit entre le tempo politique et le tempo de l'éducation et de ces dispositifs, mais heureusement c'est pas ça qui compte d'abord. Moi je pense que ce qui compte et ce qui se passe, c'est qu'on a un hiatus de plus en plus grand entre le niveau de recrutement et de qualification des enseignants. Auparavant, ils étaient au niveau de la licence pour les professeurs du second degré et au niveau du bac pour ceux du primaire. En 20 années, on est arrivé au master, c'est-à-dire qu'ils ont une qualification largement de cadre supérieur. Ils sont, et ça a été toujours le cas, en fait, payés comme des professions intermédiaires, et maintenant, en plus, éventuellement, on les traite comme des exécutants en leur balançant des guides pédagogiques ou en disant qu'on va faire des manuels labellisés. Donc, il y a un hiatus interne profond dans leur statut, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des contradictions très fortes, par exemple au niveau du baromètre. En réalité, les enseignants se sentent plutôt bien dans leur métier, ils arrivent quand même à 6,5 ou 6 sur 10, c'est pas extraordinaire. Au niveau du sens de leur travail, ils arrivent à 7,3, c'est très haut. Et au niveau de ce qu'ils considèrent comme considération de la société en général, et pas seulement de leurs ministres, ils en sont à 2,5. C'est ça le problème. Ouais. Je reconnais d'ailleurs quelques arguments qui viennent de votre tribune contre Gabriel Attal, mais on va y revenir un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Céline Attias, sur ce thème. Vous voulez réagir ? C'est sûr qu'on est loin de la vision de l'enseignant de Marcel Pagnol qui était tellement admiré, considéré. Qu'est-ce qui nous manque, cet enseignant ? Dis donc, mais a-t-il déjà existé un jour ? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Moi, j'en suis persuadée. Je pense que l'enseignant a un rôle vraiment très, très important dans la société parce qu'en fait, il participe à la construction de nos enfants qui sont les adultes de demain et donc les adultes qui vont aussi faire marcher l'économie, le pays en général. Et donc, pour moi, c'est vraiment un métier qui doit être vraiment valorisé et même, je dirais, qu'on doit les honorer quelque part. Et effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit par rapport au sens donné au travail. Moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'on a une différence entre le niveau qu'on donne au sens du travail quand on est jeune enseignant, donc qui est à 79%, et quand on est en fin de carrière, il est à moins 79, pardon, indice 79, et il descend à moins 9 après 15 ans d'expérience. Ce qui veut dire qu'avec le temps, en fait, on est usé. Ils sont usés par ce qu'ils ont fait et donc ils perdent le sens. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut qu'on réallume un petit peu la flamme
de nos enseignants. Alors, on y vient à votre tribune contre Gabriel Attal, Claude Lelièvre. J'ai bien compris tout à l'heure que quand j'ai dit qu'il avait fait des choses, ça ne vous avait pas totalement convaincu. Néanmoins, il a quand même mis en place 2-3 petits trucs. Qu'est-ce qui vous avait tant révolté à l'époque lorsqu'il avait lui-même publié une tribune dans la presse ? Eh bien, d'abord, c'est la gonflette. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, tous les 15 jours, disait « ma priorité absolue, c'est ça. Ma première priorité, c'est cela ». Autrement dit, il a fait, par exemple, en 3 mois, il a fait succéder 6 priorités. Alors, si on est un peu distrait, si on ne s'intéresse qu'à soi, peut-être que ça peut passer. Si on est un peu vigilant, c'est incroyable qu'il y puisse y avoir 6 priorités absolues, ou etc. D'ailleurs, une priorité relative, je ne sais pas ce que c'est. Donc, nous avons un langage qui est un langage, disons, très forcé. Et moi, je me méfie beaucoup du langage forcé parce que je pense qu'on est plus proche, comment dirais-je, je dirais pas du fou du roi, mais disons du baratineur, du camelot, que de l'homme d'État. Alors, peut-être qu'il se révélera homme d'État à la longue, ça c'est une autre question. Il n'a pas eu le temps vraiment de faire et d'installer un certain nombre de choses. C'était plutôt des annonces au niveau des dispositifs. On verra. Mais c'est une façon de faire qui est quand même assez étrange, d'autant plus qu'il est quand même le ministre d'un chef d'État qui est là depuis 7 ans. Alors, s'il y a des urgences, c'est assez étonnant qu'il y ait des urgences, qu'on dise qu'on est dans la continuité et qu'il y a des urgences à traiter. Moi, je ne comprends rien du tout. Et je pense que la plupart des enseignants non plus. Céline Attias. Ouais, je pense que là, en fait, il y a une question de leadership derrière, comment est-ce qu'il réussit à embarquer tout le corps enseignant derrière cette... C'est le problème des ministres de l'Éducation nationale en règle générale. On a l'impression qu'il n'y en a pas un qui émerge en disant « mais lui, il est inspirant, lui, il a compris ». Ou elle, évidemment. Alors inspirant, je ne sais pas, mais au-delà de inspirant, c'est aussi comment est-ce qu'on crée le contact et comment est-ce que, voilà, on écoute pour à nouveau répondre par rapport aux demandes et donc trouver un terrain d'entente pour avancer ensemble. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et il y a aussi un enjeu de tempo, parce que Gabriel Attal, je pense qu'il est jeune et il fonctionne aussi au rythme des médias qui vont très très vite, alors que le tempo de l'éducation nationale est beaucoup plus lent, d'abord parce que c'est une corporation qui est très grosse et où il y a beaucoup... Très administrative. Voilà, où il y a beaucoup de choses pour faire marcher la machine. Et donc, il y a une différence de tempo. Et tout l'enjeu, c'est de savoir, OK, c'est quoi la roadmap qui va suivre derrière toutes ces priorités qu'il a données pour l'éducation. J'aimerais qu'on parle un petit peu des enfants. On a parlé des enseignants, mais les enfants, quand même, c'est important. Hier, sur ce plateau, on a d'ailleurs consacré un débat sur la santé mentale des plus jeunes, qui est très préoccupant. Je vous invite d'ailleurs à revoir cette émission sur la chaîne YouTube de School TV si vous ne l'avez pas vue. Et on sait que le bien-être des enfants, bien sûr, favorise la réussite scolaire. Claude Lelièvre, est-ce que vous diriez que les enfants et les adolescents d'aujourd'hui sont plus malheureux, sont moins bien à l'école que ceux d'hier ? J'ai beaucoup de mal à le penser. On dit souvent que les enfants, les élèves, et pourtant ils n'allaient pas très longtemps à l'école, la plupart arrêtaient vers 13-14 ans, eh bien, étaient donc pas mal à l'école. Ils avaient un grand respect pour l'enseignant, il n'y avait pas de tension particulière, mais moi je remarque que ça se faisait, cette autorité de l'enseignant se faisait avec beaucoup d'objets contondants. Donc elle n'allait pas de soi, et ça montre à quel point c'était beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, puisque utiliser des châtiments corporels de façon relativement intensive et ordinaire, ça montrait que c'était pas de l'ordre de l'autorité naturelle et de l'autorité spirituelle, avec des objets contondants. Donc ça c'est une fameuse légende de croire qu'il n'y avait pas de tension et de tension forte, alors même qu'on n'avait pas là des adolescents prolongés et que l'enfant n'était pas normalement dit roi. Donc moi je suis très sceptique sur cette affaire, j'ai fait une longue recherche là-dessus, d'ailleurs j'avais fait paraître un ouvrage sur l'histoire
vraies des violences à l'école, eh bien, on serait très surpris quand on regarde de près. Bon, donc, cela dit, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des tensions, que ce n'est pas facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Cela dit, je remarque que dans le fameux baromètre dont je vous parlais, qui a quand même été rempli par plus de 60 000 enseignants, quand on leur pose la question « Est-ce que vous pensez que vos élèves vous respectent ?» plus de 65% dans le primaire disent « tout à fait » et 35% disent moyennement. Et il y en a très peu qui pensent ne pas être respectés par leurs élèves. C'est un peu plus élevé, ceux qui ne sont pas pensent ne pas être respectés par leurs élèves dans le secondaire, mais on est loin d'une vision apocalyptique. Voilà que j'ai à dire là-dessus. Il y a quand même aujourd'hui deux mondes qui s'opposent. Il y a la logique, je dirais, hédoniste, c'est ceux qui pensent que les enfants doivent prendre en tout cas du plaisir au quotidien et que l'école doit être un endroit où on expérimente, où on éprouve du plaisir et du bonheur. Et puis il y a la logique eudémoniste, c'est un peu différent, puisqu'elle pense que l'important c'est d'atteindre des objectifs par la motivation et par les efforts et que le bien-être vient de la satisfaction de l'accomplissement. Finalement, est-ce que le problème, c'est pas que l'école n'a pas su conjuguer les deux ou choisir entre les deux? Vaste sujet, vous avez 4 heures. C'est ça. Je pense qu'il faudrait se poser sur la question vraiment pour que je vous donne une réponse claire. Mais moi, je crois qu'en fait, il y a un changement de paradigme relationnel et qui est dû par deux choses. D'abord, l'avènement des réseaux sociaux, où là, on voit depuis 2008, date de la création de Facebook, quand même, que les modes de communication ont changé, qu'on se parle beaucoup plus par message qu'en vrai. Et puis le Covid aussi, qui a isolé les gens et on sait que les enfants en ont énormément souffert. Et donc en fait, si on repart sur l'idée un peu coaching des 3 batteries, la batterie tête, la batterie cœur et la batterie corps, on voit que la batterie tête, donc c'est la réflexion, le côté très logique et on apprend et on fait que ça et on bouge pas, on est vraiment là-dessus aujourd'hui et du coup il faudrait réactiver un petit peu le corps et le cœur pour moi. Donc le corps, c'est faire bouger les enfants, les faire aussi apprendre à travers le corps, faire plus de sport et qu'ils se défoulent, en fait, ils dépensent leur énergie autrement. De la danse, des choses comme ça. Et oui, comme aux États-Unis où on finit tôt l'école pour après passer au sport. Et puis la batterie cœur, c'est aussi les éduquer sur comment ils peuvent, qu'est-ce qu'ils aiment et comment on va développer un peu leur talent et comment on va développer aussi leur capacité à se mettre en relation avec leur enseignant et entre eux. Et donc l'enseignant a un rôle clé par rapport à ça. On le voit, j'ai regardé un reportage qui est passé sur School TV il n'y a pas très longtemps où on montrait une école qui sensibilisait les enfants sur comment est-ce qu'on exprime ses émotions, etc. Tout ça, à mon avis, c'est aussi l'avenir. Pour conclure, Claude Lelièvre, quelles seraient vos recommandations concrètes pour que le climat scolaire soit plutôt dans le bien-être que dans le mal-être, en quelques mots? Mon grand maître, celui qui m'a suivi pendant toute mon université, qui a suivi ma thèse, avait écrit un livre qui s'appelle « La joie à l'école ». Lui pensait que ce qui était central, et donc je ne suis pas tellement éloigné d'ailleurs de ce qui a été dit auparavant par mon alter ego, notre école est beaucoup trop centrée sur l'intellect et sa tradition. L'école anglo-saxonne a élargi, là aussi depuis très longtemps, le panel. Je pense qu'on doit aller dans ce sens-là, mais la joie, c'est aussi la joie par l'effort, par l'accomplissement. Et ça paraît provocateur de dire qu'au centre de l'école, il devrait y avoir le souci de la joie, et pas d'une joie dans l'avenir, mais d'une joie présente. Moi, je dis que ce qui devrait être au centre, c'est la joie à l'école. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau pour évoquer justement le climat scolaire et on espère évidemment qu'on va trouver plein de belles solutions. Claude Lelièvre, merci d'avoir été avec nous, historien de l'éducation, et Céline Athias, donc fondatrice de Holywork. Merci. À très bientôt. On marque une courte pause et on revient tout de suite avec notre bon point. On va vous parler de la sculptrice Shana Orloff.
Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et de voilà qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation et dans le bon point de ce soir, nous allons parler d'une personnalité assez méconnue du grand public. Elle s'appelle Chana Orlov. Je sais, ce nom ne vous dit pas grand-chose, mais on va vous la présenter avec Cécilie Champy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire et directrice du musée Zadkine, qui est installé dans le 6e arrondissement de Paris. Et donc, on va évoquer ensemble cette exposition Chana Orlov qui se tient jusqu'au 31 mars. C'est bien ça. Première question toute simple, et surtout pour les gens qui ne la connaissent pas. Moi, je vous avoue, avant de préparer cette interview, je ne savais pas qui elle était. Donc, qui est Chana Orlov ? Alors, qui est Chana Orlov ? C'est une femme artiste, une sculptrice qui est née en Ukraine en 1888, dans une famille juive nombreuse, qui a quitté son pays d'origine à 15 ans pour partir en Palestine, et qui est venue en France en 1910 à 22 ans pour apprendre la couture. Parce qu'au départ, elle n'a pas du tout l'idée d'être artiste. Elle, ce qu'elle veut, c'est devenir couturière et avoir un diplôme de couture. C'est pour ça qu'elle vient à Paris. Et à Paris, qui est alors la capitale des arts, qui accueille tous les jeunes artistes en devenir, Chana Orlov découvre l'art, découvre la sculpture et décide qu'elle va en faire sa vie. Alors, ça ressemble à quoi, les sculptures de Chana Orlov ? Elle est inspirée par quoi et elle sculpte avec quels matériaux ? Avec tous les matériaux, mais ce qui est très beau, surtout dans ses premières œuvres, c'est que ces sculptures en bois. Elle a une prédilection pour la sculpture en bois et ce qu'on appelle la sculpture en taille directe, c'est-à-dire qu'elle prend un bloc de bois et elle taille directement avec des outils et elle donne forme à ce bloc de bois. Et on a de très belles œuvres dans l'exposition, notamment une petite fille qui s'appelle Nadine et qui fait l'affiche de l'exposition, qui est une de ses plus belles œuvres, je trouve. Elle est inspirée par quoi, en fait ? Elle regarde autour d'elle Elle a de multiples sources d'inspiration. Elle aime beaucoup, par exemple, l'art égyptien, les arts extra-occidentaux, l'art de la Renaissance. C'est quelqu'un de très cultivé, qui connaît bien l'histoire de l'art, qui va tous les week-ends au Louvre. Donc elle a vraiment des sources d'inspiration multiples. Et en même temps, son œuvre est unique. C'est-à-dire qu'un portrait de Chana Orlov, vous le reconnaissez à coup sûr. Elle a un style très rond. Elle a aussi un vrai talent pour saisir ce qui fait l'individualité de chaque personne. Et ça fait évidemment partie de sa patte, quoi. C'est comme ça qu'on reconnaît son œuvre. Comment vous expliquez que le grand public ne la connaisse pas, ou si peu ? Alors,
Aujourd'hui, on la connaît peu. À son époque, elle était très connue, en tous les cas, dans le milieu de Montparnasse, des artistes, des écrivains. Alors après, pourquoi est-ce qu'elle a été oubliée après sa mort? Il y a différentes raisons. Il y a le fait que ça soit une artiste femme, c'est vrai que ça a joué. Et il y a aussi le fait que c'est une artiste très indépendante. Justement, on parlait de ses influences. C'est quelqu'un qui a toujours tenu à être à l'écart des différents courants artistiques. Elle n'était pas mondaine, c'est ça aussi? Non, elle connaissait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités importantes, mais elle ne voulait pas se rattacher à un courant. Par exemple, les cubistes lui ont demandé de faire partie, d'adhérer à leur courant, et elle a toujours tenu à garder son indépendance. Et ça, du coup, c'est compliqué, parce qu'après, on a oublié, les historiens de l'art aiment bien classer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'art, on connaît les cubistes, les surréalistes, etc., et tous ceux qui sortent un peu, effectivement, sont oubliés. En 1926, elle fait construire une maison-atelier à Paris. C'est un lieu qui est maintenant un musée, qui a été labellisé Maison des Illustrés en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est elle qui s'est fait construire sa maison-atelier, donc ça c'est exceptionnel. Il faut bien voir que ça fait 15 ans qu'elle est arrivée à Paris à ce moment-là, et elle a déjà les moyens de se faire construire sa maison-atelier. Parce qu'elle vend ses sculptures. Parce qu'elle vend très bien ses sculptures, ses portraits, et elle choisit un architecte très connu qui est Auguste Perret, qui a construit le théâtre des Champs-Élysées, qui aujourd'hui est connu parce que c'est lui qui a reconstruit la ville du Havre après la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, c'est vraiment un des plus grands architectes français de l'époque qui va lui construire sa maison, qui existe toujours. C'est ça qui est formidable, c'est que cet atelier, il a été préservé, et il appartient encore à la famille de Chana Orloff, et il se visite sur rendez-vous. Il suffit d'aller sur le site internet et on peut le visiter. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'artiste. Comme vous, je l'ignorais, et c'est vraiment en visitant ce lieu qui est tout à fait formidable que j'ai eu un coup de foudre en fait pour l'œuvre de Chana Orloff, pour sa sculpture, et aussi pour cette personnalité très forte, quoi. C'est vraiment une femme forte. C'est une femme forte, et justement, en voici un exemple. En 1942, elle vit à Paris depuis des années, et c'est son fondeur, Eugène Rudier, qui la prévient de l'imminence de la rafle du Veldiv, et donc, grâce à lui, elle peut partir en Suisse avec son fils. Elle revient en France à la fin de la guerre, elle découvre son atelier complètement dévasté, ses sculptures ont disparu. Est-ce qu'on sait comment elles ont été retrouvées, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Alors, on sait peu de choses en fait sur cette période très sombre de l'histoire, et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'il y a comme ça 147 sculptures qui ont disparu. Alors je ne pense pas qu'elles aient été toutes détruites, parce que on sait que les Allemands prenaient les œuvres d'art pour les ramener en Allemagne. Et puis en fait, on ne sait pas exactement qui. Enfin, on sait que c'est les autorités allemandes, mais ça peut être aussi les autorités françaises, et on n'a retrouvé aucune archive. On a pourtant fait des recherches pour l'exposition. Il y a un texte dans le catalogue d'exposition qui est très précis là-dessus, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sculptures qui ont été dispersées comme ça, sans doute vendues après sur le marché de l'art, et seulement 4 sur les 147 ont été retrouvées. Et quel est le travail qui est fait actuellement pour retrouver toutes ces sculptures? Alors, c'est un travail de recherche, en fait, qui est fait par des historiens de l'art, puisque Chana Orloff, quand elle est rentrée à Paris en 1945, a fait une liste quand même très précise de toutes les œuvres, donc ça aide. Pour certaines, justement, le fondeur que vous évoquiez avait gardé des modèles, donc on a pu les refaire, les refondre en bronze. Donc c'est vraiment tout un travail de recherche très long, mais qui parfois aboutit, puisque là, en 2023, une sculpture qui représente le fils de Chana Orloff, le petit Didi, a été retrouvée, et cette sculpture est actuellement présentée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Parce que ce qu'on peut imaginer, c'est que toutes ces sculptures sont chez des particuliers, aujourd'hui, sans savoir que c'est Chana Orloff, vu qu'en plus ce n'est pas une artiste qui est particulièrement en cours peut-être sur le marché de l'art, ou c'est un peu ça? Parfois, oui, bien sûr. Il y a encore beaucoup de découvertes, je pense, à faire autour de Chana Orloff. Et elle a fait beaucoup de portraits, donc les portraits se retrouvent comme ça dans les familles. Vous voyez, après ça passe à la petite fille, à la nièce, et puis on perd le fil. Et je pense, et j'espère que grâce à l'exposition, certains particuliers vont découvrir qu'ils ont des Chana Orloff chez eux. Alors justement, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y voit dans cette exposition? Évidemment des œuvres de Chana Orloff, mais j'imagine pas que. Alors, pas que, parce qu'on a voulu faire un dialogue avec... Vous savez que l'exposition a lieu au musée Zadkine. Le musée Zadkine est dédié à un sculpteur, Ossip Zadkine, qui est vraiment contemporain de Chana Orloff. Et donc, on a construit des dialogues entre l'œuvre de Zadkine et l'œuvre de Chana Orloff. Donc des dialogues imaginaires?
des dialogues imaginaires. Alors les deux artistes se connaissaient, mais voilà, quand il y a des thèmes qui sont communs... Je veux dire, il n'y avait pas de correspondance entre eux que vous avez refait. Vous avez en tout cas, je dirais, fantasmé un dialogue. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est intéressant également, c'est pas ça que je veux dire. Donc voilà, il y a des dialogues quand c'était pertinent, mais ça reste quand même vraiment une exposition sur Chana Orloff. L'idée, c'est que Zadkine invite Chana Orloff chez lui. Et donc après, on a construit un parcours thématique. On a mis en avant les grands thèmes chers à Chana Orloff, le portrait. Il y a la première salle très spectaculaire où on voit tous ces portraits justement de personnalités, d'artistes de Montparnasse. On a mis en avant aussi le thème des femmes, les femmes en mouvement, la maternité, parce que Chana Orloff est une artiste qui accordait une grande importance à la maternité. Elle avait une relation très fusionnelle avec son fils. Et il y a beaucoup de maternités qui sont très touchantes dans son œuvre. Et puis on a mis aussi en avant l'art animalier. Et on termine par évoquer justement la période de l'après-guerre, quand Chana Orloff, qui a dû s'exiler, revient en France et va travailler à la fois pour la France et pour Israël, où elle réalise beaucoup de grands monuments. Vous parlez de son fils. Est-ce qu'il vous a aidé d'une manière ou d'une autre? Est-ce que sa famille s'est impliquée dans cette exposition? Oui, beaucoup. Alors, son fils est décédé aujourd'hui, mais par contre, ses petits-enfants sont toujours vivants. C'est eux, justement, qui font vivre cet atelier de la Villa Seurat. Et c'est eux qui ont beaucoup participé à l'exposition. Ils sont également commissaires et ils nous ont prêté de nombreuses œuvres. Vous êtes plutôt contente de l'affluence dans cette exposition? Vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent découvrir cet artiste finalement assez inconnu? Alors dans un musée, on est toujours content quand on a du monde, c'est plutôt bon signe. Mais je vous avoue, je pensais effectivement que c'était une exposition qui allait plaire, qui allait avoir du succès, mais pas à ce point-là. Donc voilà, c'est vraiment une bonne surprise et je trouve que c'est voilà, ça rend justice enfin à Chana Orloff qui mérite vraiment ce succès. Donc on est d'accord, c'est jusqu'au 31 mars. Il n'y aura pas de prolongation? Non. Il n'y en aura pas ailleurs? Peut-être. Peut-être. Il faut espérer justement que le succès de cette première exposition à Paris depuis des décennies entraîne après d'autres expositions. Eh bien, merci beaucoup Cécilie Champy d'avoir été sur le plateau. Je rappelle que vous êtes commissaire et directrice du musée Zadkine qui accueille donc jusqu'au 31 mars l'exposition Chana Orloff. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, direction la chronique de Guillaume Buan. Allez, direction les United States of America with Guillaume Buan. On va parler de la présidentielle américaine. C'est en novembre prochain, ça va arriver vite. Et à la surprise générale, Taylor Swift pourrait faire pencher la balance dans ce scrutin. Oui, Taylor Swift, c'est elle. 10 albums studio, 12 Grammy Awards, soit l'équivalent des victoires de la musique. Une carrière qui remonte à bientôt 20 ans. Et pourtant, au cours de ces 12 derniers mois, le monde de la musique n'a que son nom à la bouche. Pourquoi? La réponse d'Angèle Châtelier, les journalistes culture indépendante. Ce qui a fait que là, on parle beaucoup de Taylor Swift aujourd'hui, c'est quand elle a commencé sa nouvelle tournée, The Eras Tour, et c'est devenu aujourd'hui une des tournées les plus lucratives de l'histoire. Elle passe partout dans le monde, elle remplit des stades de 70 000 personnes, donc forcément, ça fait qu'on parle de plus en plus d'elle, et elle est devenue aussi la personnalité de l'année élue par le Times, donc c'est ça aussi qui fait qu'on parle d'elle. Alors en décembre dernier, sa tournée a franchi la barre du $1 milliard de recettes. Elle a permis à l'économie américaine également d'engranger 5,5 milliards d'euros. Explication de ce phénomène toujours avec Angèle. Elle arrive dans une ville, la ville économiquement explose parce qu'il y a des hôtels, des vols, la restauration, c'est incroyable. Elle a même créé un séisme dans une ville tellement les fans hurlaient. En fait, elle a gravi les échelons au fur et à mesure pour ensuite venir vers nous aussi en Europe. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces 4 dates à Paris, à la U Arena, ont été complètes en quelques minutes. Donc même aujourd'hui, le phénomène Taylor Swift, comme on peut l'appeler, est arrivé aussi en France. Tout va bien dans le meilleur des mondes donc pour Taylor Swift qui a étonnamment commencé dans la country. Vous ne l'aviez pas précisé, je connais un petit peu Taylor Swift, sa vie, son œuvre. Donc elle a commencé dans la country avant de se lancer dans la pop. C'est d'ailleurs très bien ce qu'elle fait en country. Mais là, elle fait la une des journaux pour une raison bien particulière. Tout à fait. 281 millions d'abonnés sur Instagram, 95 millions sur X. Et en cette période d'élection, cela peut aider. D'autant plus que Taylor Swift, elle attire, elle fédère autour d'elle. Écoutez Angèle.
Taylor Swift est une artiste historique dans le même sens, c'est juste que déjà c'est une femme et ensuite il y a le côté pop que les gens ont du mal un petit peu à voir, mais en fait ça n'a pas toujours été une artiste de pop. Taylor Swift, elle a commencé avec la country, quand elle a sorti son album 1989, elle s'est dit j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose, moi aussi je grandis, c'est terminé la country, j'ai envie de faire de la pop. Là il y a des albums qu'elle a fait, c'est des albums de folk, elle a sorti un album qui est un petit peu plus indé, elle arrive à toucher à tout Taylor Swift et c'est aussi pour ça qu'elle a un public aussi énorme, parce qu'on peut ne pas aimer son album de pop, on va adorer son album de folk et vice-versa. Très belle culture sur Taylor Swift. J'avais un petit peu anticipé, mais à culpa, ce qui montre bien que je ne regarde pas les hits et les séquences avant l'émission. Voilà. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais vous l'aviez, c'est bravo. Alors, qui dit énorme public, dit potentiel électeur. Alors, toujours discrète sur ces questions politiques, en 2020, la chanteuse très engagée pour les droits des femmes et la communauté LGBT avait d'ailleurs appelé à voter pour Joe Biden pour montrer son opposition à Donald Trump. Et quand elle dit voter, elle vote. Ce qui est génial aussi politiquement avec Taylor Swift, c'est qu'en fait, il suffit qu'elle dise « allez voter », que là, ça va le faire. Et une élection de mi-mandat 2018, elle a fait juste un post, une story, je crois, en disant « inscrivez-vous, vote.org pour pouvoir aller voter ». Il y a eu 65 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales américaines. En fait, Taylor Swift, elle peut faire peur pour ça, parce qu'en fait, elle a une audience tellement énorme que les gens sont tellement fans d'elle, sont tellement proches d'elle, parce qu'elle est aussi elle-même proche des gens et de ses fans, qui vont aller la suivre. Donc en fait, il suffira qu'elle dise « allez voter » pour qu'il y ait 65 000 personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales. Alors du coup, les conservateurs craignent qu'elle soutienne une nouvelle fois le président actuel, elle qui ressemble à l'électorat, une jeune femme blanche issue d'une petite ville de Pennsylvanie. Elle est d'ailleurs fustigée par les opposants et ses opposants pour ses trajets en jet privé. Les Trumpistes font courir d'ailleurs des théories sur elle. Son couple, par exemple, avec le vainqueur du dernier Super Bowl dimanche, Travis Kelce, serait monté toute pièce. Elle serait même un agent de la CIA au service de la présidence. Voilà ce qu'ils disent du côté Trump. Bon, jusque-là, c'est du déjà vu. Je pense qu'ils ont peur, mais après, c'est pas nouveau que les artistes s'engagent plutôt du côté de Biden, plutôt du côté d'Obama. Beyoncé avait chanté pour Obama. Taylor Swift, ce serait pas étonnant non plus qu'un jour elle le fasse. Elle a quand même des chansons qui sont très subtiles dans la manière de pouvoir dire des choses politiquement, justement pour dire ah, je vais essayer de pas trop cliver. Je crois qu'il y a des chiffres aussi qui disent que même des personnes qui pourraient voter Trump, en fait, écoutent Taylor Swift parce qu'ils la suivent depuis qu'elle fait de la country. Mais en fait, c'est sa force de frappe qui, je pense, peut faire peur à Trump. Mais après, c'est pas nouveau que des artistes de son envergure prennent parti plutôt pour les partis de gauche aux États-Unis. C'est un enjeu qui est colossal. Quand on sait, selon un dernier sondage, que 18% des électeurs américains se disent prêts à suivre une éventuelle consigne de vote de Taylor Swift. On parle là d'une chanteuse, nous sommes bien d'accord. En septembre dernier, elle a d'ailleurs appelé ses fans à s'inscrire sur les listes électorales. Écoutez bien, résultat, plus de 1226 inscriptions supplémentaires, pourcentage d'inscriptions supplémentaires, principalement chez les jeunes âgés de 18 ans. C'est tout simplement énorme. Ouais, et Taylor Swift a même traversé l'Atlantique, puisque nous votons cette année, nous, pour les européennes. Et effectivement, elle pèse là-dessus aussi. Oui, effectivement, personne ne peut mobiliser la jeunesse mieux que les jeunes eux-mêmes. C'était le point de vue exprimé par le vice-président de la Commission européenne. C'est un petit appel du pied, selon Angèle Châtelier. Je pense que les politiques font leur politique en se disant « Ah, mais elle, peut-être qu'elle peut nous servir ». Donc forcément, ils vont y aller aussi. Ça fait aussi partie de leur métier. Après, elle réagit assez rarement, voire jamais sur ces questionnements-là. Après, on peut avoir tendance à penser qu'elle est assez d'accord avec un certain nombre de choses. Que des politiques disent « S'il vous plaît, prenez-moi en exemple, dites de voter pour moi ». Évidemment qu'ils vont le faire parce qu'elle a 200 millions d'abonnés sur Instagram et qu'elle a, encore une fois, un capital sympathie tellement énorme, une fanbase tellement fidèle que ça serait le Graal pour n'importe quelle politique que Taylor Swift elle prenne parti pour eux. Alors, est-ce que la décision, l'appel au vote de Taylor Swift va bousculer cette présidentielle américaine ? Eh bien, la réponse, ce sera en novembre prochain pour savoir si, oui ou non, Joe Biden conservera son poste de président de la République aux États-Unis. Thanks a lot, Guillaume Buon. Allez, tout de suite, on va retrouver Malika Ménard pour son souvenir d'écolier. Et elle reçoit la nouvelle Miss France, oui, celle de 2024, qui s'appelle Ève Gilles. On arrive à l'école, t'étais quel genre d'élève ? J'étais très bavarde, mais très studieuse. Et puis j'étais du genre, si j'écoutais le cours, j'avais pas besoin d'énormément le travailler chez moi parce que j'avais... Ça rentrait vite ? Oui, ça rentrait très vite. Donc j'avais besoin de le relire une fois ou deux max, mais j'avais cette capacité à apprendre très très rapidement. T'étais bonne élève ? Très bonne élève, toujours dans les
première de classe. Peut-être pas la première, mais pas loin. Est-ce que tu étais un peu rebelle? Pas vraiment, j'étais plutôt tranquille. Je faisais beaucoup d'options, donc j'avais pas le temps de me rebeller. Avec toutes les options. Ah oui, moi j'avais 10 heures d'options par semaine. Tu faisais quoi, des langues anciennes? Alors j'avais fait grec, latin, j'avais fait langue des signes, théâtre, chorale, mathématiques expertes. T'avais soif d'apprendre. Européenne, anglais, oui. Oui, j'adore ça. Ta scolarité, t'en gardes aussi un bon souvenir? Oui. J'ai toujours adoré l'école et en fait, j'ai toujours eu de très bonnes classes. Et donc, vraiment, j'étais bien et j'adorais ce que je faisais et j'adore toujours d'ailleurs. T'as gardé des amis de l'époque? Oui, quelques-uns. Après, forcément, avec le temps, on s'éloigne un petit peu. Mais il y en a encore, j'ai encore des amis du collège avec qui je parle très régulièrement. Et... Bah, j'imagine que là, tu as dû en voir ressurgir après avoir gagné Miss France. J'ai eu pas mal de messages d'anciens élèves, mais après, c'est toujours bienveillant et c'est gentil. Est-ce que tu as comme ça en tête un prof préféré, peut-être, qui te vient à l'esprit, ou une matière préférée, une anecdote? Moi, j'avais un prof préféré, c'était un prof d'histoire au collège, parce qu'il vivait sa matière tellement fort. C'est comme si à chaque fois, il nous racontait une histoire, pour le coup, et il avait toujours des anecdotes de vie, et c'était agréable de venir dans son cours. Quand il est parti en retraite, tout le collège l'aimait tellement qu'on avait fait une cagnotte, on lui avait acheté plein de cadeaux pour sa maison, pour là où il allait habiter ensuite. Enfin, c'était vraiment génial. On lui avait même fait un petit spectacle. Et t'as gardé contact? Non, on n'a pas gardé contact, mais j'ai le souvenir de lui à tout jamais dans mon esprit. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar? Pas vraiment, parce que j'aimais l'école d'une manière générale, et même si j'étais plus forte dans les matières scientifiques que les matières littéraires, j'ai jamais eu de problème avec une matière plus qu'une autre. C'était déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers en compagnie d'Ève Gilles. À demain. Merci beaucoup Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est 20%. 20%, c'est la part de la population qui présentera au cours de sa vie un trouble mental. Et dans la majorité des cas, et c'est pour ça qu'on en parle, les racines de ces troubles remontent à l'enfance ou à l'adolescence. Et c'est pour ça que le sujet est aussi important. Absolument. D'abord, un grand merci pour votre invitation. Oui, les chiffres que vous donnez sont inquiétants. C'est l'introduction de cet ouvrage, finalement, un état des lieux de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Et ce qu'on constate, c'est des taux de prévalence des troubles mentaux qui sont assez élevés, du moins en augmentation. Et on voit aujourd'hui qu'avec les chiffres publiés par Santé publique France, la santé mentale des enfants et des adolescents continue de se dégrader. Et ces maladies mentales, elles ont une particularité dans nos vies, c'est que ce sont les seules qui se déclenchent aussitôt dans la vie. Il y a quelques maladies chroniques, je mets le handicap à côté, je parle des maladies qui s'acquièrent quelque part. Absolument, d'un point de vue épidémiologique, ce sont des troubles, des pathologies qui trouvent leur origine, se déclenchent, ont un lien avec l'enfance. Alors, c'est une particularité qui doit nous alerter et en même temps nous pousser à l'intervention. C'est-à-dire que de ce fait, on a des leviers pour intervenir au plus tôt auprès des enfants et des adolescents. Et ça, je veux dire, c'est un consensus unanime. Une intervention précoce est toujours favorable auprès des enfants et des adolescents. Qu'est-ce que nous enseigne justement votre étude sur le budget de la jeune génération? Combien les jeunes dépensent par mois en moyenne, par exemple? Alors, les jeunes dépensent en moyenne 96,60 €. C'est en forte augmentation, ça, c'est une grande différence par rapport à l'année précédente. Ça fait plus de 20% de montant dépensé par mois. Donc c'est quand même une grosse augmentation. Pour expliquer un peu cette augmentation, moi je vois 4 facteurs principaux. Le premier, c'est bien sûr l'inflation. Donc les adolescents ne sont pas imperméables à l'inflation comme tout le monde, mais c'est pas tout, parce que c'était quelque chose comme 5% en 2023, donc ça n'explique pas les 20%. Il y a aussi le fait que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des parents de la vertu pédagogique de l'argent de poche. Donc on observe que les parents donnent déjà plus fréquemment de l'argent de poche à leurs enfants. En 2023, il y en a 57% qui disaient donner de l'argent de poche régulier à leurs enfants. C'était 50% en 2022. Donc je pense que l'argent de poche aussi se démocratise et ils en donnent non seulement plus souvent, mais ils en donnent aussi plus. Le montant d'argent de poche est en augmentation année après année que les ados reçoivent, parce que je pense que les parents ont envie de responsabiliser leurs enfants de plus en plus et de leur apprendre par la pratique à gérer un budget, et donc ça passe par plus d'argent de poche.
Céline Leblanc, on commence avec vous. Mamibou, vous m'avez expliqué concrètement ce que c'était, mais comment vous est venue l'idée ? Alors en fait, c'est à l'approche de la trentaine, quête de sens, envie d'entreprendre et surtout de donner vie à un projet de cœur que j'avais depuis un moment qui était lié à ma grand-mère. Donc initialement, je voulais aider les personnes âgées à réaliser leurs rêves. Et je me suis rendu compte que le premier pas pour ça, c'était déjà de leur permettre de sortir de chez elles, sortir de la solitude et de reconnecter avec la société. Et alors, vous vous êtes tout de suite dit que vous alliez vous adresser aux étudiants et c'était une situation de gagnant-gagnant, j'imagine, de win-win. Pour eux, ça leur fait un job. Et en plus... C'est ça. C'est un job étudiant qui a du sens et ce qui est génial avec Mamiboom, c'est que les deux générations s'apportent mutuellement. Est-ce qu'il est dur de recruter effectivement des étudiants ? J'ai lu que vous avez plus de 8000 étudiants aujourd'hui. Comment vous les sélectionnez ? Est-ce que c'est dur à recruter ? Eh ben, au contraire, on a beaucoup d'étudiants. On a donc plus de 8000 inscrits. C'est un job étudiant qui plaît. Et donc, nous, après, on a tout un des critères de sélection pour trouver la perle rare pour la personne âgée. On peut connaître un petit peu les critères de sélection, sur quoi vous vous basez, comment se passent les entretiens pour ceux qui sont intéressés, qui nous regardent ? C'est donc des entretiens qui se passent en visio avec notre chargée de recrutement, Sandia. Et voilà, coucou Sandia. Coucou Sandia. Et elle va parler de la mission, elle va parler donc ensuite l'étudiant, lui, va devoir se présenter, parler de ses motivations, est-ce qu'il a déjà eu de l'expérience avec les personnes âgées, etc. Et ces visites, ça peut se faire à domicile ou en EHPAD, les deux ? Exactement, c'est à domicile ou en EHPAD. Donc le but, c'est de rompre la solitude des personnes âgées, mais aussi de retarder leur perte d'autonomie du fait d'être stimulés chaque semaine parce qu'ils vont marcher, ils vont discuter, donc il y a un vrai impact sur la santé des personnes âgées. Si on a autant de mal à soigner les troubles mentaux chez l'enfant et l'ado, ne vaudrait-il pas mieux prévenir ? Évidemment, le livre « Le silence des symptômes » l'envisage. Déjà, on peut, Sébastien Poinou, identifier les facteurs de risque. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux et de tous ordres. Je ne peux pas tous les citer. Ça va des abus sexuels au diabète maternel en passant par le surpoids. Mais quand même, il y a des questions de politique de santé publique en général et en direction des parents et des mamans souvent en particulier, mais beaucoup des parents qui pourraient déjà aider. Oui, absolument. Alors, ces facteurs de risque, vous l'avez dit, sont extrêmement nombreux, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est réjouissant dans la prise en compte de ces facteurs de risque, c'est qu'ils sont sensibles à des politiques publiques et à des politiques éducatives qui sont adaptées. On a là un vrai levier d'intervention auprès de l'enfant et de la famille. Et là, bien avant même qu'il soit né d'ailleurs, donc c'est de la vraie prévention. Absolument, de la prévention en santé, mais aussi de la prévention ou de la lutte contre la pauvreté, pour les facteurs environnementaux, etc. Donc là, on aurait une politique sociale décidée, il est certain qu'on aurait un infléchissement de la prévalence des troubles mentaux chez l'enfant. Ce qui compte encore, ce sont les modalités d'accompagnement, on l'a suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait des adultes bien formés, de formations différentes et en nombre suffisant auprès des enfants. C'est ça qui compte. C'est une génération qui est quand même assez engagée, plutôt sensible aux questions environnementales, qui plébiscite aussi énormément de ce qu'on voit dans votre baromètre, ces enseignes de grande consommation, de surconsommation peut-être même. Oui, c'est sûr que c'est surprenant, mais en fait, je pense que c'est à l'image de beaucoup d'entre nous, y compris adultes, en fait, d'avoir ce décalage entre nos convictions, nos croyances, la conscience qu'il faut responsabiliser un peu notre consommation, et en même temps notre incapacité à le retranscrire tout de suite, en tout cas, dans nos habitudes. Donc, on parle quand même d'une cible qui a un pouvoir d'achat qui est très faible. Donc, je pense que l'effort est d'autant plus dur pour eux à faire, d'autant qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser, ils ont quand même envie de se faire plaisir. Pour nuancer un petit peu quand même, donc il y a quelques bonnes nouvelles, donc il y a, comme je disais, les plateformes de seconde main, mais il y a aussi, pour la première fois cette année, la SNCF est le 3e marchand préféré des adolescents, quand on regarde tout genre confondu. La SNCF monte sur la 3e marche du podium, là où ce qu'elle n'avait jamais fait, ce qui est quand même une mobilité propre, et donc ce qui est quand même aussi une bonne nouvelle et qui montre qu'on va dans le bon sens. C'est ce qui a été le plus dur, Estelle, à mettre en place, justement. J'ai l'impression que c'est le rouage essentiel de vos dispositifs respectifs. Le matching a mis du temps, ça, à se mettre en place et à trouver effectivement le bon process. En fait, c'est très... Alors, déjà, c'est une méthodologie qui est éprouvée depuis 16 ans d'existence. Ouais. Il y a beaucoup d'intuition. Une intuition qui marche, puisqu'on a 93% de réussite. C'est vrai qu'on a 9 demandes d'étudiants pour une place chez un senior. Donc, on peut être sélectif. Il y a juste une chose sur laquelle je voulais rebondir, sur qui est-ce qui apporte le plus à l'autre. Bon, il y a une grande fracture qui est arrivée avec Internet et avec les réseaux sociaux, l'IA qui va arriver demain. Pour le senior, c'est une vraie ressource d'avoir un étudiant
chez soi là-dessus. Ça évite la fracture numérique, mais parallèlement, pour l'étudiant, le senior, c'est vraiment une aide. Par exemple, nous, on a plein de seniors qui aident, notamment sur l'orthographe, relire les dossiers, et qui s'engagent aussi. On a une chargée de mission qui nous racontait une petite histoire qui était assez drôle. Elle avait une étudiante en médecine, et puis la chargée de mission l'appelle en juin. Et la senior dit « on les a eus ». Alors, la chargée de mission se dit « mais quoi, on a eu quoi ? Ça y est, bon, faut que je fasse attention ». Et en fait, la senior dit « on a eu nos examens ». Et elle s'approprie totalement l'histoire de la jeune vie avec la jeune. Enfin, voilà, c'est très précieux, c'est très joli. Chaque binôme qui est créé écrit sa propre histoire. Et voilà pour le Zap, et c'est la fin, déjà, oui, je sais, de ce grand JT de l'éducation. Merci Guillaume. Il n'y a pas de quoi. Merci pour vos éclairages, notamment sur Taylor Swift. Et on se retrouve, nous, pas tout de suite, mais en tout cas, vous serez avec Virginie dès jeudi. Tout à fait. Et nous, chers amis, on se retrouve sur le canal 217, sur Orange, 247 sur Free et 124 sur Bouygues, ou bien sûr sur la chaîne YouTube de School TV, sur Internet, bien évidemment. Aujourd'hui, à la Réal, c'était Xavier Sanchez, au son, Héloïse Merlin, au maquillage, Laure Audemont et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Excellente soirée et à demain. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.